Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vais vous donner quelques informations, quelques expériences en fonction de l'activité que j'ai au sein de la consultation de mémoire du service de neurologie. J'ai séparé mon exposé en deux parties. Tout d'abord, je parlerai de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce, là où il faut porter un diagnostic, et je voudrais vous donner quelques informations sur ce diagnostic qui finalement n'est pas si simple à porter, où on peut se tromper, et je vais vous expliquer comment nous procédons. Dans la deuxième partie, je parlerai d'une pathologie à un stade plus évolué, malheureusement, et là, je centrerai mon exposé sur la prise en charge, l'aide qu'il faut apporter, la sécurité qu'il faut donner aux patients. Auparavant, je voudrais remercier messieurs les présidents de France Alzheimer et l'Immutable de m'avoir invité à participer à cette réunion. Je me permets de saluer la présence de mon collègue et ami Yves-Marie Audaillé, gériatre, qui a été l'initiateur de France Alzheimer à Saint-Lô. Au stade léger, le diagnostic se porte surtout de façon clinique. Ce sont des personnes qui se plaignent de troubles de la mémoire. C'est parfaitement connu, tout le monde le sait. Souvent, c'est le patient qui reconnaît avoir des troubles de mémoire, mais pas toujours. C'est quelquefois les personnes qui arrivent amenées, plus ou moins de force, par leur famille. Les plaintes de mémoire, c'est tout à fait banal, surtout quand on a 50 ou 60 ans, ça arrive à tout le monde. Heureusement, c'est loin de là, pas toujours une maladie d'Alzheimer, mais il faut quand même y penser, y faire attention. Comment ça se traduit? Bien, on cherche les affaires. Tiens, où j'ai mis mes clés, où j'ai mis mon portefeuille ou mes lunettes. Quand je bricole, j'arrive jamais à retrouver mon tournevis, je le pose un petit peu n'importe où. Juste, j'ai oublié le rendez-vous chez mon dentiste. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas beaucoup participer aux conversations parce que j'arrive pas à trouver le bon mot, ça va trop vite, et puis je sais plus trop ce que je voulais dire. Tout ça, c'est assez banal. Mais ce qui est moins banal, c'est quand ça se répète de nombreuses fois au fil du temps. Et c'est ça qui doit alerter en disant c'est pas normal qu'une personne qui a été auparavant bien ordonnée ne retrouve pas régulièrement ses clés, oublie ses rendez-vous. C'est pas normal. Alors c'est pas forcément une maladie d'Alzheimer, ça peut être autre chose, ça peut être des troubles attentionnels. Quand on n'est pas très attentif, on peut poser ses clés n'importe où. Prenez l'exemple tout simplement, vous rentrez chez vous, vos clés à la main, vous ouvrez la porte et le téléphone sonne. Une fois sur deux, on pose ses clés un peu n'importe où, puis après on ne sait pas où les a posées. Mais c'est la répétition de ces incidents qui doivent attirer l'attention. C'est pas toujours facile de faire le diagnostic parce que les personnes n'expliquent pas toujours ce qui se passe. On n'a pas toujours la famille avec eux pour nous expliquer en pratique quelles sont les difficultés. Et il ne faut pas hésiter à reprendre l'interrogatoire pour comprendre, essayer de faire la part entre des troubles attentionnels assez banals et de vrais troubles qui annoncent un début de maladie d'Alzheimer. Alors heureusement, on s'aide de tests neuropsychologiques qui nous apportent des éléments vraiment très très importants et qui sont pratiqués par des neuropsychologues. C'est un petit peu long et on en a pour les patients par ces tests pendant 1h30 en moyenne, quelquefois un petit peu plus. Et les neuropsychologues vont nous apporter des renseignements très précis en nous disant oui, il y a des troubles de la mémoire. C'est des troubles qui sont plutôt en faveur d'une maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle de la mémoire épisodique et pas d'un trouble attentionnel. On a trouvé un petit trouble du langage, on a trouvé des difficultés pour s'organiser dans des épreuves complexes. Et ça, c'est un examen extrêmement précieux pour nous. On va s'aider sur l'IRM. L'IRM, ça nous permet de voir comment est le cerveau, s'il y a une atrophie, s'il y a des lésions vasculaires. Éliminer une lésion tumorale, c'est très, très rare, mais ça peut arriver une fois de temps en temps. Et on va essayer de voir si l'atrophie porte surtout sur certaines régions du cerveau, en particulier sur l'hippocampe, une région très profonde dans le cerveau, qui est un lieu important pour la mémoire. Malheureusement, l'IRM, ce n'est pas parfait comme examen. Quand on voit des personnes âgées qui ont une atrophie et qui vont parfaitement bien, et on voit des stades débutants de maladie d'Alzheimer où l'ARM est quasiment normale. Bref, ce n'est pas toujours évident de faire des diagnostics, et un élément important pour dire s'il s'agit ou pas d'une maladie d'Alzheimer, c'est l'évolution. L'évolution sur 6 mois, 1 an, si les gens restent stables, attention, on s'est peut-être trompé, si on il s'aggrave, malheureusement, on n'a pas dû se tromper, c'est peut-être bien une maladie dégénérative. Je voudrais attirer votre attention sur une situation un petit peu particulière qui est déroutante pour les non-neurologues
même pour les neurologues qui n'ont pas beaucoup l'habitude de cette pathologie. Et ce sont des formes très particulières de maladie d'Alzheimer qui débutent non pas par des troubles de la mémoire, mais par d'autres troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles des fonctions intellectuelles. Et ça survient chez des gens jeunes le plus souvent, aux alentours de soixantaine. Vous avez d'abord des troubles du comportement qui orientent plutôt vers une maladie psychiatrique ou une autre forme de démence qu'on appelle la démence frontotemporale. Vous pouvez avoir des troubles du langage. Les gens ont du mal à parler, à s'exprimer. Le début est ralenti. Ils déforment les mots. Quelquefois, ils n'arrivent même pas à avoir un débit suffisant pour se faire comprendre. Ou bien les mots n'ont plus de sens pour eux. Ce n'est pas toujours évident de faire le diagnostic au début. Et il faut savoir faire des examens complémentaires, s'aider éventuellement d'un examen à l'aide d'une orthophoniste pour vous préciser le type de trouble du langage. On appelle ça des aphasies primaires progressives. Et enfin, troisième situation, qui n'est pas exceptionnelle, bien sûr c'est beaucoup plus rare que les formes tardives de maladie d'Alzheimer, mais on en voit quand même de temps en temps, ce sont les troubles visuels. Des gens qui disent c'est bizarre, j'arrive pas à lire, là il y a en face de moi un panneau, j'arrive pas bien à lire, qu'est-ce qu'il y a marqué comme publicité. Alors ils s'y retrouvent au début parce qu'ils devinent qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a des images à côté, mais après, quand je fais le mot croisé, ben, je n'arrive pas à voir la grille, je ne sais pas où je dois mettre ma lettre, je sais très bien le mot que je dois écrire, mais je n'arrive pas à le mettre dans la grille. Et puis la famille nous dit, mais c'est curieux, le garage doit avoir rétréci parce qu'il n'arrête pas d'érafler la voiture sur le côté gauche. Ça, c'est un petit signe. Donc des troubles essentiellement visuels, des troubles de la lecture, éventuellement de l'écriture, qui doivent attirer l'attention. Petite remarque, quand le patient dit mal voir et que l'ophtalmo ne voit rien, c'est probablement une pathologie neurologique. Alors les difficultés du diagnostic, vous allez me dire, c'est bizarre, il est neurologue, il ne sait pas faire un diagnostic. Je crois qu'on a beaucoup progressé dans le diagnostic, ce qui fait qu'on est beaucoup plus inquiet sur la véracité de diagnostic. Autrefois, il y a 10-15 ans, on disait oui, ben, c'est une maladie d'Alzheimer, point. On ne se posait pas trop de questions. Maintenant, avec le développement des techniques plus modernes, on essaie d'être beaucoup plus précis et de moins se tromper dans le diagnostic. Alors, vous allez voir que les erreurs diagnostiques qu'on fait ne sont pas gravissimes. Ça ne change pas beaucoup dans la prise en charge des patients, mais le jour où nous aurons des médicaments nettement plus actifs, il sera important d'avoir appris à mieux diagnostiquer ces maladies. Et puis ça aussi quand même un élément pronostic intéressant, de savoir comment, a priori, vont évoluer certains patients. Alors, la maladie d'Alzheimer, je viens de vous en parler, c'est de loin la maladie dégénérative la plus fréquente, hein, c'est-à-dire une maladie qui va évoluer progressivement, plus ou moins rapidement suivant les patients. Il y en a qui évoluent très peu au début, pendant quelques années, d'autres qui évoluent plus rapidement. Tout est possible. Ça, cette maladie maintenant bien connue de tout le monde. Mais vous avez aussi la maladie des corps de Lévy. C'est une maladie qui est à mi-chemin entre la maladie Parkinson et la maladie d'Alzheimer. Je vais y revenir sur la diapo suivante. Et enfin, une situation très fréquente chez les personnes âgées. Vous avez l'association d'une pathologie vasculaire et d'une pathologie dégénérative. Vasculaire, c'est-à-dire une atteinte des petites artères cérébrales qui se manifeste sur l'IRM par des lésions bien visibles sur certaines séquences, du blanc si vous voulez, autour des ventricules qui apparaissent en noir, ce qu'on appelle des lésions de leucopathie. Et il n'y a pas d'artère qui s'est bouchée, mais il y a un fonctionnement artériel qui est déficient. Il n'y a pas de débit sanguin suffisant et les cellules nerveuses qui sont autour, les axones, souffrent. En pratique, il est probable que certains patients, et même pas mal quand ils sont âgés, ont plusieurs pathologies intriquées et c'est difficile de savoir en fait quel élément prédominant. Ces deux pathologies peuvent vraisemblablement retentir l'une sur l'autre et s'aggraver mutuellement. Vous avez une maladie qui est peu connue, pas très fréquente, mais on en voit quand même de temps en temps, c'est l'angiopathie amyloïde. Alors, on pourrait classer ça comme une pathologie à la fois vasculaire et dégénérative. Pourquoi ? Parce que c'est une maladie qui touche les petites artères, qui sont les plus superficielles, excusez-moi, qui sont les plus superficielles sur le cerveau. Et ces artères, la paroi des artères est abîmée par des infiltrats de substances amyloïdes qui ressemblent beaucoup, une petite nuance près, qui ressemblent beaucoup au dépôt de substances amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer, qui lui se trouve entre les cellules cérébrales, les plaques amyloïdes. Depuis qu'on fait des IRM à tout le monde,
on s'aperçoit que cette maladie qui donne de petites hémorragies, des micro-hémorragies, disséminées en superficie du cerveau, peut entraîner des troubles cognitifs importants. Et je crois que c'est important de la connaître, car ce sont des gens qui vont être particulièrement fragiles, avec un risque de nouveaux saignements s'ils ont une hypertension artérielle, ou de saignements s'ils ont un traitement pour fluidifier le sang, en particulier des traitements antiplaquettaires ou des anticoagulants. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait arrêter ces médicaments. C'est très important parce que quelquefois, ils sont absolument indispensables. Quand quelqu'un a une phlébite et un rhizome pulmonaire, même si on a une angiopathie amyloïde, il faut traiter correctement par un traitement anticoagulant la phlébite. Enfin, les gens déprimés, ce n'est pas toujours facile de faire un diagnostic au début. Et maintenant, on a un petit peu plus d'expérience, mais déjà vu des gens qui avaient des tests neuropsychologiques parfaitement typiques d'une maladie d'Alzheimer. On traite leur dépression, on les envoie 1 an après, et les tests se sont améliorés. Donc il faut se méfier des gens qui sont déprimés pour interpréter les tests. Et enfin, il faut tenir compte des médicaments qui peuvent entraîner des troubles de mémoire. D'une part, vous avez les médicaments qui s'opposent à l'action de l'acétylcholine. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a un manque important d'acétylcholine. Eh bien, des médicaments vont s'opposer. Vous avez des médicaments pour empêcher les fuites urinaires, par exemple, qui sont des médicaments utiles, pratiques, parce que c'est quand même bien désagréable d'avoir des fuites urinaires. Eh bien, ces médicaments ont une composante anticholinergique qui risque d'aggraver au long cours les troubles de mémoire. Certains antidépresseurs, les meilleurs antidépresseurs comme l'anafranil, qu'on utilisait beaucoup avant et moins maintenant, ont une action aussi anticholinergique qui est importante. Il faut tenir compte de l'état d'humeur du patient. Si les patients ont une dépression très très grave, il faut bien sûr continuer ces médicaments, mais on peut peut-être s'en passer quand même si la dépression n'est pas très sévère, elle est remplacée par d'autres types de médicaments. Donc c'est très important de tenir compte des médicaments et essayer de diminuer les doses ou d'arrêter certains médicaments qui retentissent sur la mémoire. Alors je reviens sur la maladie des corps de Lévy qui n'est pas très connue. C'est donc une maladie qui est un petit peu intermédiaire entre la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer. À un stade évolué, ce sont des patients qui vont avoir des troubles cognitifs qui ressemblent beaucoup à ceux observés dans la maladie d'Alzheimer, et aussi une sorte de pseudo-Parkinson. Ce n'est pas véritablement une maladie de Parkinson, mais ça rapproche avec une raideur, difficulté à bouger, quelquefois un tremblement. Le début peut être plus trompeur, car les deux types de symptômes ne sont pas forcément associés au début. Ça peut commencer par ce tableau de Parkinson, et puis 1 an ou 2 après, on s'aperçoit qu'il développe rapidement des troubles cognitifs. Alors que dans la maladie de Parkinson, les troubles sont plus tardifs. Ou bien on les voit avec des troubles type Alzheimer, et puis en les réexaminant plus tard, on s'aperçoit qu'ils deviennent un peu raides, qu'ils ont du mal à bouger, et ça fait penser à une maladie des corps de Lévy. Les corps de Lévy, ce sont des dépôts que l'on voit en examinant au microscope le cerveau de ces patients. À ces symptômes pseudo-Parkinson et troubles de mémoire s'associent souvent des hallucinations, essentiellement des hallucinations visuelles. Dans une maladie d'Alzheimer évoluée, on a quelquefois des hallucinations à un stade tardif, mais jamais à un stade précoce. Donc ce sont des gens qui voient des choses bizarres, ils ont l'impression qu'ils passent des personnes, même quelquefois les personnes rentrent chez eux, où il y a des animaux dans le champ à côté, alors que le conjoint dit non, maintenant il y avait des vaches autrefois, mais maintenant il n'y en a plus. Souvent les gens ne sont pas très inquiets, mais c'est un bon signe en faveur d'une maladie des corps de Lévy, sous réserve de s'assurer qu'il n'y ait pas de médicaments qui puissent induire ces hallucinations. Ce sont des gens aussi qui ont un état très fluctuant. Il y a des jours où ils vont bien, des jours où ils vont mal. Et même quelquefois, d'un moment à l'autre de la journée, ils vont plus ou moins bien. Pour nous, neurologues, c'est au début un petit peu perturbant. Vous savez que notre test principal, c'est connu, le MMS, Mini Mental Test. On fait un premier test et on trouve 15 de MMS. C'est franchement abaissé, donc il y a sûrement une maladie d'Alzheimer. Et on revoit les gens 6 mois plus tard, ils ont 18. Et puis 6 mois plus tard, ils ont 21. Et au bout d'1 an ou 2, ils redescendent à 16. Les MMS sont fluctuants, ce qu'on ne voit pas d'habitude au cours d'une maladie d'Alzheimer typique. Vous avez aussi ces patients qui présentent des malaises inexpliqués. Ils arrivent aux urgences, ils ont perdu connaissance, ils sont tombés, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, ils ne sont pas capables de dire ce qu'ils ont ressenti. Et on retrouve souvent dans les observations ces notions de malaise et de chute inexpliquées. Ce sont des gens aussi qui ont des troubles du comportement, comme dans la maladie d'Alzheimer, mais plus accentués.
Et ce sont des gens qui posent souvent, pour les familles, pour les aidants, de grosses difficultés parce qu'ils ne sont pas faciles à prendre en charge. Ils peuvent avoir des dépressions sévères, ils peuvent se suicider. C'est des gens qui sont difficiles à prendre en charge. Alors, ce qu'il faut savoir sur le plan thérapeutique, c'est que ce sont les patients qui sont le mieux améliorés par les médicaments, dont on dit un petit peu de mal, mais qui, à mon avis, ont quand même une utilité. Mais les médicaments type Aricept ou Excelon sont particulièrement efficaces chez ces patients. Et on a quelquefois la démonstration a posteriori de leur efficacité lorsque le médicament est arrêté brutalement, s'il s'aggrave très franchement en quelques jours. Et enfin, dernière chose, la plus importante, les gens qui ont maladie des corps de Lévy sont extrêmement sensibles aux neuroleptiques. Et vraiment extrêmement sensibles, avec un risque grave de troubles de la vigilance, de coma et éventuellement de décès si on poursuit les médicaments. Alors, ce sont des gens qui ont des hallucinations. Quand le patient vous dit ou le conjoint vous dit il voit des gens qui passent dans la salle à manger alors qu'il n'y a personne, on serait un petit peu tenté à leur donner des médicaments qu'on donne dans les psychoses psychiatriques, en particulier l'aldol, et ces médicaments, en 48 heures, vous mettent le patient dans un coma grave. Donc c'est un diagnostic important à connaître, même si au début, ce n'est pas toujours évident. Alors la vie quotidienne dans la maladie d'Alzheimer, au début, attention, ce n'est pas une démence. Les gens ont un comportement normal, mis à part quelques petits problèmes de temps en temps, ils doivent vivre tout à fait normalement. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut éviter ce terme qui est vraiment très péjoratif de démence, en particulier au début. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rester actif physiquement et intellectuellement. C'est sûrement aussi important que les médicaments. Il faut garder une vie sociale, là aussi c'est un élément très important. Et puis soigner tous les facteurs de risque vasculaire. Je vous l'ai dit, les facteurs vasculaires peuvent être associés à la maladie d'Alzheimer. Donc on va soigner son hypertension, son diabète, son cholestérol, arrêter de fumer et vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie cardiaque. Conduire sa voiture, on pose souvent la question. Oui, quand on a une maladie d'Alzheimer, on peut conduire sa voiture. L'idéal, c'est de ne pas la conduire seule et d'avoir quelqu'un, les dents à côté. Mais sur des petits trajets connus, ce n'est pas un problème. Par contre, si les gens vous disent je vais aller faire 500 km pour mes vacances tout seul, là c'est quand même un petit peu ennuyeux. Mais sur une petite distance, ce n'est pas un problème. On pourra en parler après si vous souhaitez dans les questions. Et ce qui est important quand même, c'est qu'il y a quelqu'un de sa famille. L'aidant, on n'a pas grosse intervention à faire, mais plutôt une intervention de surveillance, voir un petit peu si tout se passe bien, et puis de temps en temps donner un tout petit coup de main. Participer à des ateliers de stimulation cognitive, comme les ateliers mémoire organisés par France Alzheimer, c'est sûrement une très bonne idée, car ça aide à maintenir le niveau des troubles, le niveau cognitif des patients. Alors, à un stade plus évolué, les problèmes sont très différents. Et je vous ai mis en premier la sécurité. Il faut évaluer les risques. Alors, on ne va pas les évaluer fortement de tout au cours d'une seule consultation. C'est au cours de plusieurs consultations qu'on essaye de faire un petit peu le tour de la question. Le plus dangereux, me semble-t-il, pour les gens âgés, surtout s'ils sont isolés, c'est les médicaments. Actuellement, quand on a 75-80 ans, il est normal de prendre 10, 15, 20 comprimés par jour. C'est la moyenne. Et même quand on est en bonne santé sur le plan intellectuel, ce n'est pas évident de ne pas se tromper. Même quand on a un ou deux médicaments à prendre, on peut oublier. Donc pour ces personnes âgées qui ont beaucoup de médicaments à prendre, c'est quelque chose qu'il faut surveiller très attentivement. Alors, le plus souvent, les gens oublient ce qui n'est pas trop grave, mais quelquefois, ils prennent double dose, qui vraiment peut avoir des conséquences immédiates graves. Donc il faut qu'il y ait l'aidant qui surveille la prise des médicaments, et éventuellement demander le passage d'une infirmière pour soit remplir le semainier une fois par semaine, soit passer le matin pour donner les médicaments de la journée et mettre sous clé les autres médicaments pour pas que les gens aillent rechercher leur boîte. Les finances, il faut y penser assez tôt. Est-ce que la famille a une procuration ? Alors, tout dépend des relations du patient, de la patiente avec sa famille. Des fois, ça se passerait bien, des fois, c'est un peu conflictuel. Est-ce qu'il faut envisager une tutelle, une curatelle ? Sûrement pas de façon systématique, mais de temps en temps, c'est indispensable, en particulier quand les gens sont très isolés. Et il faut penser aussi aux vendeurs indélicats. Quand on a des troubles cognitifs sévères et qu'on achète une encyclopédie en 20 volumes, ce n'est pas très astucieux. Alors maintenant, les encyclopédies avec Internet, il n'y en a plus beaucoup en volume, mais enfin, il y a quand même des démarcheurs qui profitent, ou même simplement les gens disent je vais acheter une petite voiture, ils vont chez le concessionnaire, ils ressortent avec une grosse voiture, avec un contrat pour une grosse voiture. Là, ce n'est pas très bien.
Et vous connaissez tous maintenant les démarches au téléphone. Hein, un colis est arrivé, pouvez-vous retéléphoner à tel numéro, etc. Pour nous tous, c'est un peu agaçant. Pour quelqu'un qui est maladie d'Alzheimer, ben, c'est pas évident. Est-ce qu'il faut qu'il téléphone? Est-ce qu'il faut qu'il téléphone pas? Est-ce qu'il faut prévenir sa famille? C'est pas évident. C'est un gros problème avec ces démarches incessantes au téléphone. Sur Internet, avant, les gens qui avaient un Alzheimer n'allaient pas sur Internet. Maintenant, ils ont pris l'habitude d'aller sur Internet avant d'avoir leur maladie d'Alzheimer. Et quand vous recevez un mail disant de quelqu'un que vous connaissez bien, je suis à l'étranger, j'ai perdu mon passeport, est-ce que tu peux m'envoyer 100 € immédiatement pour que je puisse rentrer? Faut bien avoir l'habitude pour pas envoyer 100 €. Et même quelquefois, quand on connaît bien les gens, on se dit, mais est-ce que par hasard, c'est pas exact quand même ce qu'ils me racontent? Donc je crois que c'est des pièges importants où les gens peuvent perdre de l'argent. C'est aussi l'intérêt d'une curatelle pour pouvoir avoir un recours plus facile envers ces vendeurs indélicats. Et sur Internet, il n'y a pas de recours, malheureusement. Les clés, ça paraît être banal, mais il faut que quelqu'un de la famille, voire les voisins, ait les clés. Et encore s'assurer que la personne n'ait pas l'habitude de laisser sa clé dans la serrure elle-même, car même si on a les clés de l'autre côté, on ne peut pas ouvrir. L'alimentation, il faut s'assurer que les gens mangent bien, regardez ce qu'il y a dans le frigo. Le gaz, c'est un problème. Il y a un risque d'explosion, d'incendie avec le gaz, et l'idéal, c'est de supprimer le gaz pour mettre une plaque électrique ou une plaque à induction. Je dis, quand les gens s'en servent depuis longtemps, ils n'ont pas envie de changer. Et ils ont cette habitude et ils ne trouvent pas normal qu'on veuille leur proposer autre chose. Et je pense qu'il faut le faire progressivement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur retirer le réchaud à gaz, mais il faut installer en même temps un micro-ondes, une plaque électrique ou une plaque à induction. Une plaque à induction, c'est encore ce qu'il y a de mieux, ça limite vraiment les risques, mais c'est nettement plus cher. Et petit à petit, à chaque fois que la famille passe, leur dire, vous voyez, je vais te montrer comment on fait chauffer les nouilles, et petit à petit, on peut espérer que les gens changent leurs habitudes. L'hygiène, les gens qui sont une maladie d'Alzheimer évoluée, eh bien, quelquefois, il y a des problèmes d'hygiène. Il faut voir si la salle de bain est bien aménagée, éviter les baignoires. Les baignoires, c'est un endroit idéal, et les salles de bain avec baignoires, c'est un endroit idéal pour se casser la figure, pour tout le monde, même quand on est un petit peu âgé. Donc, c'est important d'essayer de faire des travaux. Et on arrive ensuite à des problèmes plus difficiles, comme les fugues et les chutes. Alors, cette évaluation des risques doit être faite quand même en tenant bien compte du contexte. Vous avez des patients qui sont conscients de leurs difficultés, qui savent qu'ils ont des problèmes et qui vont accepter qu'on les aide, ils vont accepter de supprimer certaines activités. D'autres au contraire ont dit, mais moi non, je n'ai pas de maladie, j'ai pas de maladie d'Alzheimer, j'ai des troubles de mémoire une fois de temps en temps, mais comme tout le monde. Alors là, ça devient beaucoup plus difficile, la négation de la maladie. Et c'est là où l'aidant va avoir un rôle tout à fait important, on va en reparler après. Et quand il n'y a pas d'aidant, il y a la famille, des dents très très proches, et vous avez la famille. Si la famille est proche, c'est simple. Si la famille est éloignée, c'est des fois tout à fait catastrophique. Donc vous avez des gens qui sont isolés par leur habitat, en pleine campagne. Quelquefois, ils sont dans un petit hameau, mais les voisins sont aussi âgés et partent en maison de retraite ou disparaissent, et ils se retrouvent tout seuls. Les petits commerces disparaissent, donc il faut prendre la voiture et faire 10 km de plus pour aller faire son ravitaillement. Et la situation la plus catastrophique, on en voit malheureusement de temps en temps, c'est l'absence de famille. Des gens qui sont vraiment très très isolés, pas de famille, pas d'amis proches. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est souvent extrêmement difficile. Les troubles du comportement. J'ai fait une petite liste de ce qu'on peut voir dans les troubles du comportement et ensuite voir comment l'aidant peut réagir. Le symptôme peut-être le plus fréquent, c'est l'apathie. C'est un terme que vous connaissez peut-être pas bien. Ça désigne une situation où les gens n'ont envie de ne rien faire. En consultation, je demande aux gens souvent qu'est-ce que vous faites de la journée? Vous vous occupez, vous sortez, vous marchez, vous bricolez? Non, je fais rien. Pourquoi? J'ai pas envie. Ah bon, c'est le moral qui ne va pas? Oh si, j'ai bon moral. Pourquoi vous faites rien? J'ai pas envie. Ça, c'est l'apathie. C'est vraiment un symptôme fréquent dans la maladie d'Alzheimer, qui peut bien sûr être associé à une dépression, mais c'est un symptôme différent de la dépression. Et on a un petit peu plus de difficultés à le traiter, parce qu'il y a une perte de motivation. Vous avez ensuite le déni. Non, je n'ai pas une maladie d'Alzheimer, je n'ai pas de problème, je ne vois pas pourquoi mes enfants veulent m'embêter pour que je leur donne une procuration, pour qu'ils viennent remplir mon frigidaire alors que je peux très bien le faire moi-même. Ça, le déni, c'est un gros problème. L'agressivité. L'agressivité, souvent, c'est avec le déni. Pourquoi tu m'embêtes? J'en ai marre, fous le camp.
Ce n'est pas toujours facile à gérer. Ça dépend bien sûr du caractère antérieur des patients. Les fugues, ce n'est pas très simple. Des fois, les dents ont beaucoup de difficultés et on arrive à barrer les portes, comme ils disent, à fermer les portes. Et même quelquefois, j'ai vu des familles qui ferment la porte de l'extérieur pour la nuit. C'est bien pour éviter la fugue, mais s'il y a un incident durant la nuit, s'il y a le feu, par exemple, c'est un peu gênant. Ce n'est pas toujours la meilleure solution. L'agitation nocturne. L'agitation nocturne, elle commence en fait dans la soirée. Et le coucher de soleil, la période du coucher de soleil, où il commence à faire sombre, c'est une mauvaise période pour les gens qui ont une maladie d'Alzheimer, parce qu'ils deviennent un petit peu plus confus, les formes deviennent un petit peu différentes, les ombres différentes, et ça favorise la confusion, ils sont un petit peu plus perdus. Et ils deviennent quelquefois agités la nuit, et ils se relèvent. Alors au début, se relever pour aller aux toilettes, c'est tout à fait banal, mais ils ne savent pas où sont les toilettes. Pour nous, c'est évident qu'on se relève, sous moi si on est réveillé, pour aller aux toilettes, et on les trouve facilement. Et bien là, ils errent dans les couloirs, ils ouvrent une porte, une ou l'autre, puis quelquefois, comme c'est un besoin pressant, il peut y avoir des incidents. Une situation qu'on voit de temps en temps, qui est vraiment difficile à vivre pour les dents, c'est la dépendance permanente. Vous avez certains patients qui suivent leur aidant, souvent habituellement c'est le conjoint, qui suivent leur aidant en permanence, 24 heures sur 24. Alors, au début c'est rigolo, c'est gentil, il est mignon, mais ça devient vite épuisant. Vous avez des patients atteints de maladie d'Alzheimer qui crient, l'aidant disparaît dans la cuisine, ils sont dans le salon, ils crient parce qu'ils ne voient plus leur conjoint. Et ça devient vite épouvantable physiquement et moralement pour l'aidant. On en voit de temps en temps, c'est vraiment difficile à gérer. Alors à propos de ces gros troubles du comportement, je voudrais vous signaler l'existence de l'unité cognitivo-comportementale de Valognes. C'est pas très bien, c'est pas connu. Ils ont ouvert leur unité, je crois, il y a 2 ans à peu près. Et c'est une unité de court séjour gériatrique et qui prend en charge uniquement des gens qui posent de gros problèmes. Ils ont beaucoup de personnel, ils ont des lieux parfaitement adaptés et ils font de temps en temps des miracles. Vous avez quelqu'un très agité qui rentre et qui ressort beaucoup plus calme parce qu'ils ont tout l'environnement et l'expérience pour les prendre en charge. Alors, au début, j'étais un petit peu sceptique parce que Valognes, on voyait les gens de Saint-Lô à Valognes, c'est un peu compliqué. Et en fait, ça ne se passe pas trop mal et les familles et les patients sont contents de cette prise en charge. Bien sûr, on ne va pas envoyer tout le monde, mais quand vraiment on n'arrive pas à s'en sortir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut utiliser. C'est un service qui est sous la direction du docteur Henri Gervais. Alors le rôle de l'aidant. Le rôle de l'aidant, c'est difficile de tout définir. C'est quelqu'un qui doit être compréhensif, qui est tolérant, patient, qui a beaucoup d'empathie, beaucoup d'inventivité. Bref, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire, l'aidant. Et on voit des fois des gens qui sont merveilleux dans leur prise en charge. Alors le plus souvent, c'est le conjoint. Mais quand on a 85 ans, qu'on a une maladie d'Alzheimer, le conjoint, souvent, il a un petit peu le même âge. Et donc, il a aussi des pathologies. Il est rarement en parfaite santé. Mais ça ne se passe pas trop mal si il n'a pas de troubles cognitifs lui aussi. Mais on commence à voir maintenant des familles d'Alzheimer. Madame a fait sa maladie d'Alzheimer à 80 ans. Monsieur qui a 85 ans va pas trop mal, mais on sent qu'il commence à apparaître de tout petits troubles de la mémoire. Et au fil du temps, ça va changer. Donc cette prise en charge ne va pas pouvoir se poursuivre. Un peu moins souvent, c'est un des enfants qui est l'aidant principal. En pratique, c'est l'enfant qui est le plus proche. Donc on voit des fois des gens qui continuent à rester seuls chez eux, mais leur appartement ou leur maison est tout à côté de l'un des enfants, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Plus rarement, c'est un neveu ou une nièce. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème majeur, c'est l'isolement. On a quelquefois des exemples où vraiment on essaye de contacter quelqu'un de la famille, pas d'enfant, pas de neveu, tout au moins on n'a pas de traces de numéro de téléphone pour contacter les neveux, on ne sait pas où ils se trouvent, et c'est vraiment un gros problème. Donc l'aidant a un rôle essentiel, il devrait, on l'espère, être en bonne santé physique, avec un bon moral, de la patience, absence de troubles cognitifs. L'aidant doit aussi être capable de se faire aider. Ça, c'est un réel problème. Il y a des gens qui veulent tout faire. Moi, je ne suis pas en mauvaise forme, j'ai un petit problème de santé, mais mon cœur me laisse faire ce que je veux. Non, je n'ai pas besoin d'aide ménagère, dit le monsieur. Oui, mais si un jour vous êtes plus fatigué, non, je vais me débrouiller, ne vous inquiétez pas.
Et le jour où le monsieur fait un infarctus du myocarde, eh bien son épouse reste toute seule à domicile, dans une situation qui est absolument intenable, et c'est vraiment la catastrophe. Donc il faut accepter de se faire aider, et surtout arriver à se ménager. On a tous des limites, même quand on est jeune et en bonne santé, hein, et on a des limites physiques et morales, et on ne peut pas tout faire, tout le temps, 24 heures sur 24, pendant des années. Donc il faut accepter ces limites, les connaître, et accepter de se ménager, et de prendre de temps en temps ce qu'on appelle un répit, c'est-à-dire un moment où l'aidant accepte de ne plus s'occuper de la personne pour lui se reposer et s'occuper de lui-même. Enfin, pour terminer, je voudrais dire un petit mot sur la manière de rompre l'isolement. Quand on a une maladie d'Alzheimer, toutes les fonctions intellectuelles ne sont pas détruites, tout du moins pas en même temps. Il faut essayer d'utiliser les fonctions qui restent. Et c'est difficile, c'est pas toujours évident. Il faut se faire aider de personnes compétentes. Donc il faut essayer d'avoir une stimulation cognitive globale, disons toutes les capacités. Les gens ont perdu la mémoire, mais ils sont encore capables de jouer aux cartes. Ils sont encore capables de se déplacer pour aller chercher le pain. Il faut les laisser faire. Il faut utiliser les capacités restantes, les valoriser. Il y a des gens qui sont capables de chanter en particulier. Ça, c'est une activité bien connue dans les maisons de retraite. Des gens très détériorés qui n'arrivent pas à parler correctement, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire, ils ne terminent pas leurs phrases, et ils sont capables de chanter, retenant à la fois l'air et les paroles. C'est tout à fait spectaculaire, et ils sont particulièrement heureux après un atelier chant. Il faut rencontrer d'autres personnes, il ne faut pas être isolé, mais il faut arriver à supporter le regard des autres. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Et de loin, quelqu'un qui m'a dit Alzheimer, c'est pas toujours évident, mais si vous allez au restaurant avec votre conjoint qui m'a dit d'Alzheimer et la table d'à côté, il se dit mais que c'est que cette dame qui réclame 10 fois la suite de sel alors qu'elle l'a devant elle, c'est gênant pour les dents. Donc supporter le regard des autres, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rompre cet isolement? Ben, vous avez les ateliers cognitifs de France Alzheimer qui sont vraiment très, très importants. Et les cafés mémoire pour les familles, la formation des aidants qui est aussi quelque chose qui est vraiment très très important. Par contre, ça pose les difficultés de transport pour les gens qui sont très isolés en campagne, et on a d'autres systèmes qui sont l'équipe mobile Alzheimer qu'on appelle EMA ou ESA. C'est 15 séances d'1 heure par semaine pendant 15 semaines. Donc c'est une activité qui est bien, faite par des gens compétents, mais qui est limitée dans le temps, pendant 3 ou 4 mois, et ensuite ça s'arrête. Donc c'est bien en relais d'autres activités, mais comme c'est limité dans le temps, c'est un petit peu ennuyeux. Et puis vous avez l'accueil de jour. Quand les gens posent de gros problèmes, que le conjoint est fatigué, l'une des solutions possibles, c'est de demander une prise en charge pour la journée dans une EHPAD, une maison de retraite. La plupart des maisons de retraite maintenant ont pris l'habitude de prendre des gens à la journée. Ils organisent des activités, peut-être un peu variables d'une EHPAD à l'autre, mais souvent ça se passe bien. L'inconvénient, c'est que c'est à la charge des familles la plupart du temps, et le transport aussi est à la charge des familles, quoique certaines EHPAD commencent à organiser un transport pour amener les personnes à la maison de retraite. L'accueil de jour, c'est aussi un moyen d'habituer le patient ou la patiente à un autre environnement. Et le jour où il faudra le mettre en maison de retraite de façon définitive, il connaîtra cet environnement. Il ne sera pas trop dépaysé. Enfin, quand le maintien à domicile devient vraiment très difficile, il faut bien analyser la situation et surtout le mot essentiel, c'est anticiper. C'est très important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tous nos limites. L'aidant est quelquefois, même souvent, quelqu'un qui a aussi des pathologies qui peuvent se décompenser. Une chute, même en dehors de toute pathologie, peut survenir à 80 ans, c'est malheureusement assez banal. Et il y a un moment où la situation qui ne va pas trop mal actuellement, aujourd'hui, ne venira plus demain. Et l'aidant se retrouve à l'hôpital pour une pathologie aiguë, et le patient Alzheimer ou la patiente Alzheimer, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, l'hôpital, malheureusement, n'est pas adapté pour prendre en charge les patients, qui vont être plus confus parce qu'ils vont être complètement perdus dans leurs repères. Il n'y a plus l'aidant à côté d'eux, il n'y a plus leur conjoint. L'environnement topographique est tout à fait différent. Ils savent bien qu'ils sont à l'hôpital et toujours inquiets en disant ils vont me garder.
Et là, c'est vraiment une situation catastrophique. On est obligé de leur donner sédatifs, les attacher quand ils veulent fuguer, et c'est vraiment catastrophique. Alors que si ça a été prévu, hein, si les gens ont dit bon, moi je suis les dents, je m'en sors pas trop mal, j'ai une aide ménagère 2 fois par semaine, mais si je ne peux plus faire face, eh bien mon fils qui habite pas très loin m'a dit qu'il pourrait se déplacer, il ne travaille plus, il est à la retraite, il pourra se déplacer pour venir. Là c'est une situation qui est prévue et ça se passe bien. Quand ils n'ont rien prévu du tout, c'est vraiment la catastrophe. Donc c'est pour ça que cette notion d'anticipation est vraiment très importante, bien expliquer à l'aidant qu'il y a un moment où il ne sera plus capable de prendre en charge la personne qui est habituellement son conjoint ou sa conjointe. Pas forcément de façon dramatique pour tout le temps. On peut se casser le col du fémur, être opéré, avoir besoin de rééducation et revenir à domicile au bout d'un mois. Mais il y a un mois qu'il faut passer et il faut l'avoir bien anticipé. Docteur Dress, je ne voudrais pas vous brusquer, je suis là. Je suis juste là, à votre gauche. Excusez-moi. Oui, je suis à votre gauche. Là, voilà. Je ne voudrais pas vous brusquer, mais on a un timing à tenir. Oui, d'accord. Si vous pouviez conclure. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Dress.